Dans une base isolée de Bretagne, la capitaine Claire Moreau semblait n'être qu'une officier comme les autres. Personne ne savait ce que signifiait l'insigne brodé sur son uniforme. Mais lorsqu'une attaque de drone frappa la base, elle révéla son secret. Un tir record à plus de 3 km. Voulez-vous découvrir qui elle est vraiment? Avant de continuer, écrivez en commentaire de quel pays vous regardez cette vidéo, abonnez-vous et laissez un like pour que cette histoire incroyable soit entendue par le plus grand nombre. La porte métallique de l'atelier d'armement grinça lorsqu'Arnaud Lefebvre la poussa du coude. Il ne s'attendait à trouver personne à cette heure-là. L'endroit était réservé aux techniciens habilités, et même lui, commandant d'un détachement spécial basé en Bretagne, devait scanner sa carte et poser son doigt sur le lecteur biométrique pour entrer. Pourtant, une silhouette féminine occupait la table centrale. Elle portait l'uniforme français, la veste ouverte, les manches retroussées. Ses cheveux blonds étaient noués en chignon serré, sans fioriture. Devant elle, étalées sur le tapis en caoutchouc, les pièces parfaitement démontées d'un Barrett 50, le fusil le plus imposant de tout l'arsenal. Ses mains bougeaient avec une précision chirurgicale. Chaque geste était fluide, comme s'il s'agissait d'un rituel répété des milliers de fois. Arnaud s'arrêta net. Pendant un instant, il resta dans l'encadrement de la porte, incapable de décider s'il devait alerter la sécurité ou observer davantage. La voix de l'instinct militaire hurla. Accès non autorisé, intrusion, menace. Mais une autre part de lui, plus silencieuse, notait les détails, la posture de la femme, son calme absolu, la maîtrise de ses mouvements. Rien à voir avec un intrus maladroit. « Capitaine, cet atelier est interdit d'accès sans autorisation spéciale », lança-t-il d'un ton ferme. La femme ne leva pas les yeux. Ses doigts continuèrent d'inspecter la culasse, d'en polir le métal avec une tige imbibée d'huile. La lumière crue des néons se reflétait sur l'acier comme sur un miroir. « Je sais », répondit-elle simplement, d'une voix basse, presque douce. Arnaud fronça les sourcils. Cet aveu désinvolte le désarma plus que la présence de l'arme elle-même. Peu de gens osaient admettre une violation de protocole face à un officier supérieur, encore moins en poursuivant leur tâche comme si de rien n'était. Il fit 2 pas dans la pièce, ses rangers résonnant sur le béton. « Alors expliquez-moi, capitaine, qui vous a donné ces codes ?» La femme posa enfin la culasse, essuya ses doigts sur un chiffon et se tourna vers lui. Ses yeux étaient d'un gris perçant, la couleur d'un ciel d'hiver prêt à basculer dans la tempête. Elle soutint son regard, sans un clignement. Ce n'était pas le regard d'une technicienne, ni celui d'un officier administratif. Arnaud avait déjà vu cette intensité, dans les yeux de vétérans revenus de mission dont on ne parlait jamais dans les rapports officiels. Il allait ajouter quelque chose, mais son attention fut happée par l'écusson cousu sur son uniforme. Pas un insigne ordinaire, un écusson rare, presque inconnu, que seuls quelques spécialistes pouvaient identifier. Au centre, un chiffre, 3247 mètres. En dessous, une mention discrète, 20 et 1 confirmé. Arnaud sentit une vague glacée parcourir son dos. 3247 mètres. C'était la distance du plus long tir confirmé jamais enregistré dans une opération alliée, une prouesse que beaucoup qualifiaient d'impossible. Et 21 éliminations confirmées. Ce n'était pas une décoration honorifique, mais une marque d'appartenance à une élite dont l'existence même n'était jamais reconnue publiquement. Il respira lentement, comme pour se convaincre qu'il ne rêvait pas. La femme devant lui n'était pas une simple capitaine en service. C'était une opératrice d'un calibre que même lui, avec ses 20 ans dans les forces spéciales, n'avait jamais rencontré. « Qui êtes-vous » demanda-t-il d'une voix plus basse, presque rauque. Elle reprit son chiffon, inspecta le canon et répondit sans détour « Quelqu'un qui doit s'assurer que cette arme sera parfaite quand le moment viendra. » Arnaud Lefebvre resta un instant figé, incapable de détourner le regard de l'écusson. Une telle marque ne pouvait pas être fantaisie. Elle ne se brodait pas sur un uniforme par caprice. Elle se gagnait dans des circonstances exceptionnelles, au prix de nuits glaciales, de souffles retenus et de décisions qui pesaient mal sur la conscience jusqu'à la fin d'une vie. Il sentit une colère sourde monter, pas contre elle, mais contre le fait
qu'il n'avait jamais été averti de sa présence sur la base. Ici, en Bretagne, chaque entrée était consignée, chaque officier identifié. Comment avait-elle pu franchir tous les sas sans que personne ne l'arrête ? « Vous avez utilisé quel code pour entrer ?» demanda-t-il en avançant d'un pas, sa voix plus tranchante. La femme, toujours penchée sur les pièces de l'arme, ne sembla pas troublée. Ses gestes étaient méthodiques, précis, comme si elle travaillait sous l'œil d'un horloger. Elle fit coulisser la culasse, vérifia la fluidité du mouvement et répondit calmement. « Les mêmes que vous, commandant Lefebvre. Vous savez très bien que ce barrette n'a pas été entretenu depuis 8 mois. » Arnaud s'arrêta net. Comment pouvait-elle savoir ça ? Le registre de maintenance était classifié, accessible uniquement via un terminal protégé, et il n'en avait parlé qu'à son adjoint, en privé, 2 jours plus tôt. Elle leva enfin les yeux, et il fut frappé par la sérénité qui s'en dégageait. Pas de provocation, pas d'arrogance, une simple certitude, comme si elle n'avait rien à prouver. « Qui vous a parlé de moi ?» demanda-t-il, la mâchoire serrée. Elle esquissa un sourire presque imperceptible. « Personne n'a besoin de me parler de vous. Je sais qui vous êtes, ce que vous commandez ici et quelles armes vous surveillez. Vous pensez être le seul à remarquer qu'un fusil de ce calibre reste sans entretien trop longtemps ?» Arnaud sentit le sol vaciller sous ses pieds. Cette femme connaissait des détails que même ses supérieurs directs ignoraient. Elle savait son nom, son rôle, et elle parlait de l'arme comme si elle l'avait déjà tenue sur un champ de bataille. « Vous n'êtes pas enregistré dans le personnel de cette base, » insista-t-il. « Même un officier supérieur aurait besoin de 3 autorisations pour franchir cette porte. Pourtant, vous êtes là, en train de manipuler une arme classée secret défense. Vous réalisez ce que ça implique ?» Elle reprit son chiffon, essuya le canon et le leva vers la lumière, comme un bijoutier examinant une pierre rare. « Commandant, je réalise bien plus de choses que vous ne l'imaginez. Vous voyez une violation de protocole. Moi, je vois une mission qui approche et un outil qui doit être irréprochable. » Arnaud inspira profondément, se battant entre 2 instincts. L'un lui ordonnait de donner l'alerte, de faire intervenir la gendarmerie de l'air et d'arrêter immédiatement cette intrusion. L'autre lui soufflait de se taire, d'écouter. Car la femme devant lui ne ressemblait en rien à une espionne ou à une intruse ordinaire. Elle reposa doucement le canon sur le tapis, alignant chaque pièce comme si elle récitait une prière silencieuse, puis d'une voix neutre « Vous croyez me surprendre ici. Mais ce barrette n'est pas une arme oubliée. C'est une pièce dont je connais chaque vibration, chaque souffle, chaque défaut invisible. » Arnaud sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle parlait du fusil comme d'un compagnon de route, d'un partenaire silencieux dans des situations où une respiration trop rapide pouvait changer le cours d'une mission. Il tenta une dernière fois de reprendre l'ascendant. « Capitaine, je ne sais pas d'où vous venez ni qui vous envoie, mais je ne peux pas laisser passer ça. Vous devez comprendre que votre présence ici est... » Elle l'interrompit, doucement mais fermement. « Impossible, n'est-ce pas ? Et pourtant, je suis là. Ce n'est pas une erreur, commandant, c'est prévu. » Un silence lourd remplit la pièce, seulement brisé par le cliquetis métallique des pièces qu'elle recomposait. Arnaud, malgré lui, commençait à comprendre. Cette femme n'était pas un officier ordinaire. Son dossier devait être classé bien au-delà de son propre niveau d'accréditation, et soudain, une idée lui traversa l'esprit. Peut-être que, dans ce sous-sol de Bretagne, il venait de croiser quelqu'un dont l'existence même n'était jamais censée être connue. Arnaud Lefebvre s'approcha de la table, les yeux fixés sur l'écusson brodé sur l'uniforme de la capitaine. Ses doigts se crispèrent sur sa ceinture. 3247 mètres, c'est quoi ce chiffre ? Demanda-t-il, d'une voix dure. Claire Moreau posa calmement le chiffon qu'elle tenait, comme si elle s'attendait à cette question. La distance d'un tir confirmé. Le plus long que j'ai eu à effectuer. Arnaud fronça les sourcils. Confirmé ? Vous voulez dire que vous avez réellement touché une cible à plus de 3 km ? Elle hocha légèrement la tête. Oui. Un silence lourd s'installa. Le commandant la scruta comme pour déceler une once d'exagération. Il n'en trouva aucune. Et c'est 21 barres sous l'easy mais sous l'écusson ? Reprit-il, la gorge sèche.
21 éliminations confirmées, répondit Claire sans détour, chacune dans des conditions différentes, chacune nécessitant une précision absolue. Arnaud sentit sa mâchoire se crisper. Comment est-ce possible ? Même nos meilleurs tireurs n'atteignent pas ce type de constance. Vous parlez de quoi exactement ? Claire reprit le fusil, l'ajusta dans le support et parla d'un ton posé. Je vous donne un exemple. Une opération dans les montagnes, à la frontière orientale. Le vent changeait toutes les 2 minutes, des rafales latérales imprévisibles. L'humidité brouillait la visibilité, la pression atmosphérique chutait brutalement. À cette distance, une variation minime déplace l'impact de dizaines de centimètres. Arnaud se pencha légèrement vers elle. « Et malgré ça, vous avez tiré ?»« J'ai calculé, » répondit-elle simplement. La chute de la balle, près de 20 mètres, la densité de l'air, même la rotation de la Terre. J'ai attendu 3 heures pour que la fenêtre soit parfaite. Il haussa un sourcil. « Et la cible ? » « Un homme ?» dit-elle. Son regard s'assombrit. Mais dans ma lunette, je ne voyais pas un visage. Je voyais le danger pour un village entier, en contrebas. Des enfants, des familles, si je manquais, ils mourraient. Arnaud avala difficilement sa salive. Vous l'avez touché du premier coup ? Claire hocha la tête. 3 secondes après le tir, mission confirmée. Aucun bruit, juste le silence. Arnaud s'écarta d'un pas, comme s'il cherchait de l'air. Vous êtes en train de me dire que chacun de ces 20 est un trait ? C'est la même chose ? Des tirs impossibles, transformés en réalité ? Pas impossible, rectifia-t-elle, en resserrant doucement une vis de la lunette. Nécessaire. À chaque fois, il n'y avait pas de seconde chance, pas de marge d'erreur, une balle, une seule. Il resta un moment sans parler, observant ses gestes d'une précision mécanique. Finalement, il demanda « Et vous, capitaine, comment vit-on avec ça ?» Claire releva enfin la tête et son regard le transperça. On vit avec la certitude d'avoir sauvé plus de vies qu'on en a prises, rien de plus. Elle reporta aussitôt son attention sur le Barrett, comme si la conversation n'avait été qu'une parenthèse, un écho vite refermé. Arnaud Lefebvre resta silencieux quelques instants, observant la capitaine replacer chaque pièce du Barrett, comme si elle récitait une prière. Finalement, il rompit le silence. Alors, ces 21 éliminations, vous les portez comme des victoires ? Claire leva les yeux vers lui, son expression immobile. Non, commandant. Pas des victoires, des responsabilités. Arnaud plissa les yeux. Pourtant, certains décoreraient un homme pour la moitié de ce que vous décrivez. Pourquoi pas vous ? Elle haussa imperceptiblement les épaules. Parce que je ne cherche pas de décoration. Les honneurs ne ramènent pas les vivants et ils ne rendent pas les morts plus légers. Arnaud croisa les bras. Alors, pourquoi continuer ? Qu'est-ce qui vous pousse à rester dans l'ombre, à prendre ces tirs que personne d'autre n'oserait tenter ? Claire posa ses mains à plat sur la table, fixant le métal du fusil. Le devoir. Rien d'autre. Si une vie peut être protégée, je fais ce qu'il faut. Le commandant la dévisagea, cherchant une faille, une trace de fierté ou de culpabilité dans ses paroles. Vous dites ça avec un calme désarmant. Vous n'avez jamais douté ? Jamais hésité ? Elle secoua la tête sans détourner le regard de lui. Douter ? Toujours. Un bon tireur doute, vérifie, recalcule. Mais hésiter ? Non. Parce qu'au moment où j'appuie sur la détente, la décision est déjà prise. Hésiter, c'est condamner ce que je dois protéger. Arnaud inspira lentement. Vous parlez comme si vos tirs étaient une nécessité presque mathématique. Claire esquissa un léger sourire triste. Exactement. Les chiffres, les trajectoires, les secondes. Mais derrière ces calculs, il y a toujours des vies humaines. C'est la seule chose qui compte. Il fit un pas vers la table. Et vous, capitaine ? Vous, en tant que femme, en tant qu'être humain, vous ne portez pas le poids de ces décisions ? Son regard s'adoucit une fraction de seconde. Bien sûr que je le porte, chaque nuit. Mais je préfère porter ce poids, moi, plutôt que de laisser des innocents le payer. Arnaud sentit un frisson lui traverser la poitrine. Il voyait enfin ce qu'elle représentait, une arme d'une précision inhumaine, mais animée par une humanité rare. « Vous ne ressemblez pas aux autres, » murmura-t-il. « La plupart auraient pâti chercher la gloire. Vous,
Vous cherchez seulement à rester invisible. » Claire reprit doucement le fusil, l'arma d'un geste fluide et le reposa. « Être invisible, c'est la meilleure façon de protéger. Tant que personne ne me connaît, je peux continuer. Les héros officiels sont dans les livres. Moi, je reste dans l'ombre. » Arnaud la fixa longuement. Dans son esprit, il cherchait les mots « froideur »,« discipline ». Non. Ce qu'il voyait dans ses yeux gris, c'était une combinaison improbable, une froide lucidité et, en même temps, une profonde compassion. « Vous êtes un paradoxe, capitaine », souffla-t-il enfin. Elle rangea le chiffon dans sa poche et répondit d'un ton calme. « Non, commandant, je suis juste un soldat qui fait son devoir, rien de plus. » Dans l'atelier silencieux, seules résonnaient les petites notes métalliques produites par le Barrett lorsqu'il reprenait forme sous les mains de Claire Moreau. Arnaud Lefebvre, debout près de la porte, suivait chacun de ses gestes avec une intensité qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Elle assemblait le fusil comme d'autres exécutent un rituel. La culasse coulissait sans résistance, les pièces s'emboîtaient avec une exactitude mécanique. Chaque vis était serrée d'un quart de tour, pas plus, pas moins. Ses doigts, fermes mais délicats, semblaient danser sur l'acier. Il n'y avait pas d'hésitation, pas de geste superflu. C'était comme observer une horloge dont chaque engrenage trouvait sa place. Arnaud se sentit oppressé. Il avait vu des tireurs d'élite, il avait commandé des hommes d'exception, mais jamais encore il n'avait assisté à cette fusion parfaite entre un être humain et son arme. Claire ne travaillait pas sur un outil. Elle faisait corps avec lui. « Vous connaissez ce fusil par cœur » souffla-t-il malgré lui. Elle ne leva pas les yeux. « Je connais son souffle, ses faiblesses. Je sais comment il réagit au froid, à l'humidité, aux variations de température. » Sa voix était calme, détachée, presque douce. Arnaud sentit pourtant un frisson lui courir dans la nuque. Elle parlait de l'arme comme d'un compagnon, comme d'une extension d'elle-même. Elle ajusta la lunette, fit cliqueter les molettes de réglage, puis vérifia l'alignement d'un œil concentré. Ses gestes étaient d'une fluidité inhumaine. Lorsque, enfin, le Barrett retrouva sa forme entière, elle effleura la crosse de la main, presque comme une caresse. Arnaud inspira profondément. Une pensée s'imposa à lui. Brutale, cette femme n'était pas simplement une soldate, elle était une arme. Une arme avec un visage humain, un cœur battant, mais une arme quand même. Il tenta de mettre des mots sur ce qu'il ressentait. « Capitaine, vous êtes consciente que vous faites peur ?» Claire referma doucement la housse autour du fusil. Son regard croisa le sien, froid et pourtant étrangement humain. « Je ne cherche pas à faire peur, commandant. Je cherche à protéger. » Ces mots le frappèrent de plein fouet. Elle ne revendiquait rien, ne justifiait rien. Elle constatait. Si vous avez regardé jusqu'à ce moment, écrivez en commentaire. À la place du commandant, comment auriez-vous réagi en entendant une telle histoire de la part d'une personne se tenant juste devant vous? Revenons au récit. Quand elle quitta l'atelier, le Barrett sur l'épaule, Arnaud resta immobile, comme vidé. Ses pensées tourbillonnaient. Chaque fibre de son instinct militaire lui rappelait qu'il devait signaler cet incident, déclencher une enquête. Mais quelque chose, plus fort que la discipline, le retenait. Cette femme n'était pas une intruse. Elle était une vérité cachée. Cette nuit-là, dans sa chambre, il ne parvint pas à trouver le sommeil. Étendu sur le lit, les yeux fixés au plafond, il revoyait chaque mouvement de Claire, chaque geste précis, chaque mot dit d'un ton égal. Ses années de service lui avaient appris à classer les situations, à ranger les événements dans des cases. Mais ce qu'il avait vu dépassait tout cadre. Un être humain qui n'existe pas officiellement, pensa-t-il. Il comprit alors qu'il venait de croiser une ombre, une légende vivante qui ne serait jamais citée dans un rapport, jamais reconnue dans une cérémonie. Et pourtant, il savait au fond de lui que, depuis ce jour, elle entrait chacune de ses pensées. L'aube se leva sur la base bretonne, avec une brume épaisse qui collait aux toits et aux champs environnants. Arnaud Lefebvre sortait à peine du mess lorsqu'une sirène stridente éventra le silence. Aussitôt, l'air se chargea d'une tension électrique. Les haut-parleurs diffusaient un message répété. « Alerte aérienne, préparez-vous à impact. » Arnaud se précipita vers le poste de commandement.
Sur les écrans, les silhouettes granuleuses de drones apparaissaient en essaim. Une vingtaine de points lumineux convergeant à grande vitesse vers la base, trop nombreux, trop rapides. « Quelles sont nos défenses disponibles » lança-t-il. Un officier répondit, paniqué, « Les systèmes solaires ne sont pas prêts, mon commandant. Ils n'ont pas été armés depuis les exercices de la semaine dernière. Nous avons à peine 2 minutes. » 2 minutes. Arnaud sentit la sueur lui couler le long de la tempe. Envoyer une équipe pour intercepter l'opérateur ? Impossible. Le renseignement venait d'indiquer sa position, 3 km plus à l'est, dissimulé dans une ferme abandonnée. Trop loin pour une intervention terrestre avant que les drones ne frappent. La pièce se remplit d'un brouhaha désespéré. Et soudain, une voix calme se fit entendre derrière lui. « Donnez-moi une position en hauteur. » Arnaud se retourna. Claire Moreau venait d'entrer, le barrette déjà en bandoulière, comme si elle avait prévu ce moment depuis toujours. « Capitaine, dit-il incrédule, vous savez que c'est insensé. 3 kilomètres, une cible mobile, sous couvert. » Elle posa la housse sur la table et déploya le fusil d'un geste précis. « J'ai déjà fait pire. Indiquez-moi la fenêtre. » Un silence de plomb s'abattit. Les officiers échangèrent des regards incrédules. Arnaud, lui, se sentit comme happé par une évidence. S'il y avait une personne capable de transformer l'impossible en réalité, c'était elle. « Toit du hangar nord, » finit-il par dire. « D'ici, vous aurez un angle dégagé. » Claire hocha la tête et quitta la salle sans un mot de plus. Arnaud se précipita derrière elle, gravissant les escaliers métalliques 2 à 2. Ils débouchèrent sur le toit, balayés par le vent humide. Au loin, l'essaim de drones avançait comme un nuage mécanique, prêt à s'abattre. Claire s'allongea, déploya le bipied du barrette et colla son œil à la lunette. Sa respiration se calma aussitôt, régulière, presque imperceptible. Elle parlait à voix basse, comme pour elle-même. Distance 3190 mètres. Vent latéral gauche, 12 km/h rafale. Humidité élevée, correction verticale, moins 2 clics. Arnaud s'accroupit à côté d'elle, le souffle court. « Vous n'aurez qu'une chance, capitaine. »« Il n'en faut pas plus, » répondit-elle. Elle ajusta encore une fois la lunette, corrigea d'1 millimètre l'angle. Dans le viseur, l'opérateur de drone apparaissait comme une ombre derrière une fenêtre brisée, ses mains manipulant une console. Les secondes s'étiraient comme des heures. Le rugissement des drones se faisait plus proche, déjà perceptible à l'oreille. Arnaud sentit son cœur battre si fort qu'il avait l'impression qu'on pouvait l'entendre sur tout le toit. Puis Claire inspira profondément, bloqua son souffle et pressa la détente. Le recul fit vibrer le toit tout entier. Le projectile fendit l'air à plus de 800 mètres par seconde, traversa la brume, corrigea chaque variable que Claire avait anticipée. 3 secondes plus tard, l'écran de surveillance dans le poste de commandement montra l'opérateur s'effondrer, son corps projeté en arrière. Et aussitôt, l'essaim de drone perdit toute coordination. Les petites machines virevoltèrent un instant, comme désorientées, puis s'écrasèrent les unes après les autres dans les champs environnants, explosant en gerbes de terre et de flammes. Le silence qui suivit fut assourdissant. Sur le toit, Claire relâcha son souffle et recula légèrement son visage de la lunette. Arnaud, bouche bée, la regarda ranger le fusil avec la même précision que si rien ne s'était passé. « Vous venez de sauver toute la base. » Elle remit calmement la housse sur son épaule. « J'ai juste fait mon travail. » Il voulut répondre, mais aucun mot ne lui vint. Pour la première fois de sa carrière, il éprouvait ce mélange contradictoire, l'admiration la plus profonde et une peur instinctive. Parce qu'il venait de comprendre, sans l'ombre d'un doute, que la femme à ses côtés n'était pas seulement une soldate. Elle était une arme vivante, capable de changer le cours d'une bataille d'un seul tir. Lorsque l'alerte fut levée, la base entière sembla retenir son souffle. Le ciel breton, encore strié de traînées de fumée, s'était apaisé. Les carcasses calcinées des drones jonchaient les champs autour du périmètre, témoins d'une attaque qui aurait pu réduire les installations en cendres. Dans les couloirs, les soldats sortaient un à un de leurs abris, certains encore tremblants, d'autres incrédules. Les conversations explosaient, confuses. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment ont-ils été neutralisés ? Les anti-aériens n'avaient même pas eu le temps de tirer. Arnaud Lefebvre traversait la cour en silence, son regard suivant Claire Moreau qui descendait du toit, le fusil barrette à l'épaule. Son pas était tranquille, comme si elle revenait simplement d'un entraînement ordinaire. Pourtant, les yeux qui se tournaient vers elle racontaient une toute autre histoire.
Un jeune sergent, encore pâle, murmura « C'était elle ». Et bientôt, le murmure se répandit comme une onde dans toute la base. Des dizaines de regards se fixèrent sur la silhouette de la capitaine. Aucun cri de victoire, aucun applaudissement. Juste un silence chargé d'un respect qui ne demandait pas de mots. Arnaud les observa tous. Il voyait ces hommes, des vétérans aguerris, incapables de masquer l'admiration brute qui les traversait. Certains semblaient presque effrayés, comme s'ils venaient de voir se matérialiser une légende qu'on raconte d'habitude autour des feux dans les camps en opération extérieure. Claire garda le visage impassible, traversant la cour sans chercher le regard de personne. Elle avançait simplement, son fusil serré contre elle, comme une ombre revenue d'une autre dimension. Arnaud la rattrapa à hauteur des hangars. « Capitaine, vous comprenez ce qui vient de se passer » demanda-t-il d'une voix basse. « J'ai empêché un massacre » répondit-elle. Sa voix ne tremblait pas. « Non » insista-t-il. « Vous avez transformé un mythe en réalité. Tous ici savent maintenant que cet écusson sur votre uniforme… » Il désigna discrètement le signe 345 mm brodé sur sa manche. « Tia n'est pas une relique du passé, c'est une vérité vivante. » Elle s'arrêta, plongea son regard dans le sien. Qu'il le croie ou non, peu importe. Ce qui compte, c'est que la base est encore debout. Autour d'eux, les soldats continuaient de la regarder. Arnaud sentit la différence. Auparavant, il la voyait comme une étrangère, une inconnue surgie de nulle part dans une installation où chaque visage était censé être familier. Maintenant, elle était autre chose, une force qui inspirait, un mystère qui imposait silence et respect. Un adjudant-chef, réputé pour son franc-parler, fit un pas vers elle. Ses lèvres s'entr'ouvrirent comme pour poser une question, mais il se ravisa et se contenta d'un signe de tête solennel. Claire inclina légèrement la tête en retour, puis reprit sa marche. Arnaud comprit. Aucun d'entre eux n'oserait mentionner officiellement ce qu'ils avaient vu. Les rapports parleraient d'une défaillance technique ennemie ou d'une action coordonnée de défense électronique. Les véritables circonstances ne seraient jamais écrites, mais dans les mémoires de tous ces hommes, une certitude demeurerait. Ils devaient leur vie à une femme qui, officiellement, n'existait pas. En entrant dans le bâtiment de commandement, Arnaud croisa les regards des officiers supérieurs. Eux aussi savaient. Le silence qui s'installa dans la salle de briefing était révélateur. Personne n'osait poser la moindre question. Ce n'était pas seulement par discipline, mais parce que tous avaient compris qu'ils venaient de franchir une frontière invisible, celle qui sépare le monde militaire officiel de l'univers des opérations fantômes. Arnaud observa Claire qui posait calmement le barrette sur une table pour un contrôle rapide. Ses mains glissaient sur le métal avec la même précision que quelques heures plus tôt, comme si le tir n'avait été qu'une étape, une routine. Il se surprit à murmurer intérieurement « Elle est l'arme et la gardienne à la fois ». Et dans son esprit, une pensée persistait. Ce soir-là, toute la base avait vu de ses yeux une vérité que personne n'aurait jamais le droit d'écrire. Le lendemain matin, les journaux diffusés dans la salle de repos différaient à peine les uns des autres. Sur toutes les chaînes, le même bandeau s'affichait « Attaque de drones déjouée en Bretagne. La coalition salue l'efficacité de ses forces ». Les commentateurs parlaient de systèmes de brouillage, de protocoles de défense coordonnés, de réactivité exemplaire. Pas un mot, évidemment, sur un tir venu de 3 km et qui avait mis fin à la menace en une seule détonation. Arnaud Lefebvre, assis dans un fauteuil raide du centre de commandement, observait les images défiler sans vraiment les regarder. Il savait, lui. Et chaque soldat de la base savait aussi. Ils étaient les témoins d'un événement qui n'existait pas, d'une opération qui ne figurerait dans aucun dossier officiel. Mission réussie grâce à la coopération des forces alliées, annonçait une journaliste. Arnaud esquissa un sourire amer. La coopération n'avait rien à voir là-dedans. Il n'y avait eu qu'une seule personne, couchée sur le toit avec un fusil trop lourd pour la plupart des hommes, capable de transformer une attaque inévitable en silence. Il tourna la tête. Par la fenêtre, il aperçut Claire Moreau marcher lentement le long du tarmac, silhouette discrète, fusil rangé, uniforme impeccable. Elle ne cherchait pas à se cacher, mais personne ne l'approchait. Les regards se détournaient par respect ou par crainte. Elle était là,
et en même temps déjà ailleurs, comme une ombre en transit. Arnaud pensa à tous ces récits héroïques qui nourrissaient les livres et les discours, des médailles, des cérémonies, des noms gravés sur des plaques. Rien de tout cela ne serait pour elle. Claire ne recevrait ni honneur, ni reconnaissance publique. Elle ne serait jamais citée dans un rapport d'état-major, encore moins dans un article de presse. Et pourtant, dans l'intimité des regards échangés la veille, la vérité s'était inscrite. Les soldats qui l'avaient déposé ce fusil après son tir ne l'oublieraient jamais. Pour eux, son écusson 3247 n'était plus un mystère ou une rumeur, c'était une preuve vivante, gravée dans leur mémoire. Le soir venu, la base reprit son rythme habituel. Les patrouilles circulaient, les exercices reprirent, les conversations redevinrent banales. Mais sous cette routine, chacun savait que quelque chose avait changé. Dans le silence des dortoirs, des voix basses chuchotaient « Tu as vu ce qu'elle a fait ?» On ne racontera rien, mais on s'en souviendra. Arnaud, seul dans son bureau, relut une note de service rédigée par l'état-major. Elle mentionnait simplement « Neutralisation de la menace aérienne grâce à la coordination des forces présentes ». Aucun détail supplémentaire. Il plia le papier, le rangea dans un tiroir et resta immobile un long moment. Il savait que c'était mieux ainsi. Certains héros n'existaient que dans l'ombre, ils apparaissaient, accomplissaient l'impossible, puis disparaissaient sans laisser de traces. Claire Moreau faisait partie de ceux-là. En éteignant la lumière, il murmura pour lui-même « Une femme qui n'existe pas officiellement, et qui pourtant sauve des vies bien réelles. » Dehors, la nuit recouvrait la base. Dans l'obscurité, une silhouette solitaire s'éloignait, fusil sur l'épaule, sans se retourner. Elle ne laissait derrière elle ni applaudissements, ni archives, seulement la mémoire indélébile d'avoir sauvé des hommes et des femmes qui, un jour, retourneraient chez eux. Et dans un avenir proche, quelque part, dans une autre mission effacée des registres, elle reprendrait position. Invisible, silencieuse, mais décisive, une ombre française, un fantôme au service de vies qu'elle ne connaîtrait jamais.